Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 25 janvier. Une journée marquée par le coup d'envoi du 92e Rallye Monte-Carlo. Le départ de la manche inaugurale du championnat du monde de rallye a été donné sur la place du Casino. Avant cela, vous le découvrirez dans ce journal, Thierry Neuville a partagé un moment privilégié avec des élèves de Monaco. Puis nous irons à Riyad, en Arabie Saoudite, rejoindre le directeur général exécutif du Monaco Economic Board, Guillaume Rose. Nous évoquerons avec lui la mission que le MEB organise sur place, mais aussi ce pays au marché dynamique. Dans ce journal également, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes présente son rapport d'activité annuel qui retrace l'ensemble des travaux effectués en 2023. J-1 avant le début des célébrations de la Sainte Dévote, avec l'abbé Christian Venard, nous vous présenterons les temps forts de ces festivités qui honorent la sainte patronne de Monaco. Et à la fin de ce JT, nous reviendrons sur le concours culinaire du Grand Cordon d'Or de la cuisine française au lycée Regnault 3. C'est un événement que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Le départ du 92e Rallye Monte-Carlo a été donné cet après-midi sur la place du Casino. On rejoint justement sur place Christophe Pacaud et Franck Phillips. Bonsoir messieurs, comme le veut la tradition, la saison du championnat du monde des rallyes démarre avec l'étape la plus mythique de l'année. Oui, bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Effectivement, c'est la première manche. C'est toujours une émotion particulière, surtout pour quelqu'un qui l'a gagné en 98, Franck Phillips. Partir du Casino, c'est quelque chose de tellement différent par rapport à la saison. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, c'est mythique ici sur cette place. Comme tous les concurrents l'ont dit ce soir, c'est quand même le seul endroit au monde, et on va être un petit peu chauvin là-dessus, qui fait quelque chose au cœur et qui... ça prend au ventre d'être sur cette place du Casino. Même si on sait que les conditions seront différentes, Franck, on attendait beaucoup de neige et finalement là il y a un petit effet, j'allais dire, de fun presque, où ça sera sec en partie avec beaucoup de pièges. Ouais, effectivement. À une semaine près, on avait le froid, on avait la glace. Là, du coup, on a cet anticyclone et comme je le disais aussi, chaque année, malheureusement, c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est Dame Nature. Et là, on se retrouve avec 20 degrés aujourd'hui cet après-midi sur Gap. Et un rallye qui est complètement différent et on va voir ce que ça va donner, mais oui, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être très compliqué. Même compliqué pour les meilleurs, notamment Sébastien Ogier qui était avec nous ce soir juste avant le départ et qui confiait son envie d'aller chercher un 10e sacre ici à Monte-Carlo. Il sait que la compétition sera rude parce qu'en plus il y a de sérieux adversaires. Ah oui, puis ça va se pousser au portillon comme on dit. Oui. Après, comme il disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y pense. Faut pas qu'il y pense trop, ça je pense que oui, mais il sait bien. Et puis il faut se rappeler aussi, il y a 2 ans, il était en tête avant contre l'autre Sébastien. Et puis voilà, à 25 km de l'arrivée, il s'est passé un truc, il a crevé, il a tout perdu. Et donc voilà, donc je pense qu'il y pense, d'accord, c'est le cas de dire, mais pas trop non plus. Toyota avec Ogier bien sûr, et puis il y a Hyundai avec Thierry Neuville qui cherche ce sacre lui aussi. Une saison particulière parce que le champion du monde en titre n'est pas là parce qu'il fait une demi-saison, c'est Robin Perra. Ogier fera qu'une demi-saison. Ouais. Et ça veut dire que les autres vont déjà batailler mais essayer de conserver aussi des chances championnat du monde. Donc c'est un rallye un peu particulier parce qu'il faut marquer des points aussi. Ouais, tout à fait. En fait, on prend comme Tanak, Neuville, enfin tous les drivers qui vont faire l'entier championnat du monde. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un one-shot, c'est une saison. La saison commence ce soir. Elle est longue. Et la saison est longue. On va dans les 4 coins du continent, du globe. Et donc voilà, ça va. Aujourd'hui, voilà, c'est déjà ce soir, on va savoir à partir de 23h, petite tendance on va dire des événements à suivre. Spécial voilà. déjà avant les 6 deux spéciales de demain. Voilà. Et puis dimanche. Dimanche, on saura. Dimanche. On saura parce qu'on sera ici sur la place du Casino pour recevoir le vainqueur. Et tous les soirs, vous le savez, on se retrouve sur Monaco Info. On n'oublie pas les amateurs. Aujourd'hui, on était au départ avec un seul monégasque qui était là quand même aujourd'hui. Oui, avec Jean-Paul Balmont. Petite pensée à notre marque nationale qui Marc Dessy qui n'est pas là, qui est blessé. Qui est blessé, voilà. On pense à lui. On pense à lui très fort, à Christophe Bérard. Et à tous les amateurs aussi qui sont là et qui font l'essence même du rallye, parce qu'il faut le souligner, mon cher Christophe, qu'on enlève les 40 amateurs qu'il y a derrière. On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour faire un plateau de WRC. Donc voilà, il faut pousser pour que les amateurs soient là et qu'on trouve de la place surtout pour pouvoir les caser. C'était le souci majeur qu'a dit Eric Barabino, le commissaire général de l'Automobile Club, qu'on voudrait bien en prendre un peu plus. Malheureusement, voilà, il faudrait qu'on pousse un peu les murs, qu'on trouve un peu des places. Les écuries de pointe, on les connaît, c'est Ford bien sûr, c'est Toyota.
essentiellement avec Hyundai aujourd'hui pour aller chercher la victoire ici à Monte-Carlo. On va se régaler sur Monaco Info. Merci messieurs, on le précise, on vous retrouve tous les soirs dans les experts rallye avec Vanessa Dessy pour un débrief complet du rallye Monte-Carlo. Et juste avant le grand départ de cette 92e édition, des élèves de 5e et de 4e du collège FANB ont pu vivre un moment privilégié avec des pilotes du rallye Monte-Carlo. Dans le Belge Thierry Neuville, le reportage d'Émilie Terrasson et Jean-Alexandre Dordet. Quelques heures avant leur départ pour Gap, 3 pilotes et 2 copilotes du rallye Monte-Carlo se sont rendus au collège FANB. Comment se prépare-t-il? Y a-t-il des disputes dans la voiture? Quel est l'avis d'un pilote? Les enfants n'ont pas manqué d'imagination pour leur poser des questions. Une chouette opportunité pour les enfants déjà de poser quelques questions, découvrir un petit peu le milieu du sport automobile, du rallye pour ceux qui sont peut-être déjà passionnés ou que les parents sont passionnés du sport auto. Et puis je pense qu'on est aussi une source de motivation pour ceux qui ont un objectif devant eux, qui veulent devenir, astronautes ou pilotes automobiles ou cyclistes ou autres. On peut leur donner cette expérience de toujours croire en ses rêves, toujours tout donner. Il faut faire des sacrifices, mais surtout, on est l'exemple qu'on puisse y arriver. 75 élèves ont pu assister à cet échange. Pour eux, c'est un moment important qu'ils ont particulièrement apprécié. Je suis très content parce que je sais que ce soir je vais aller les voir, donc ça me fait plaisir d'avoir pu leur parler en vrai. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire très souvent. Alors je pense que je suis très chanceux. J'ai pu poser aussi des questions, donc j'ai pu en apprendre plus sur les rallyeurs. Alors c'est vrai que moi je ne me connaissais pas trop en rallye. Donc là le fait d'avoir échangé avec eux, on a pu voir leur point de vue avant ou après la course et ce qu'ils ressentaient. Du coup j'ai bien aimé. Le collège FANB accueille pour la 3e année des pilotes de rallye. Pour le directeur adjoint de l'établissement, cette rencontre avec les élèves est importante et éducative. C'est déjà une grande chance de pouvoir rencontrer des sportifs de haut niveau et de pouvoir après aussi découvrir le sport, les différentes particularités et ce que ça demande aussi comme investissement, que ça soit physique, que ça soit intellectuel, sur leur temps. Donc chaque année, en tout cas, l'Automobile Club nous permet d'accueillir des pilotes. Et c'est vrai que les questions sont toujours très intéressantes et variées. Et puis c'est très intéressant pour les élèves. L'échange s'est terminé par une photo de groupe, de quoi immortaliser ce moment avant leur top départ. Et puis pour rester dans le domaine automobile, Charles Leclerc a prolongé son contrat avec la Scuderia Ferrari au-delà de la saison 2024, comme le précise le communiqué. Cette équipe est ma deuxième famille, réagit le Monégasque avant d'ajouter « Mon rêve reste celui de remporter le championnat du monde avec Ferrari et je suis sûr que dans les années à venir, nous passerons de bons moments ensemble et rendrons nos fans heureux. » Le championnat du monde de Formule 1 débute le 2 mars prochain à Bahreïn. D'ici là, la Scuderia dévoilera la nouvelle monoplace de Charles Leclerc le 13 février prochain. Direction l'Arabie Saoudite à présent, où va se dérouler d'ailleurs le e-prix de Diriyah samedi. Le Monaco Economic Board a choisi cette destination pour effectuer sa première mission de l'année 2024. 60 dirigeants monégasques participent à ce séjour dans ce pays qui possède de nombreux atouts, notamment de par sa situation géographique. Pour en parler, le directeur général exécutif du MEB est en duplex avec nous depuis Riyad. Bonsoir Guillaume Rose. Bonsoir Émilie. Tout d'abord, expliquez-nous le choix de cette destination. L'Arabie Saoudite, c'est la première mission de l'année du MEB. Oui, tout à fait. C'est la première mission de l'année et puis c'est surtout la première mission économique que jamais effectuée la principauté de Monaco en Arabie Saoudite. Et c'est évidemment dû à l'ouverture récente des négociations et des relations internationales avec l'Arabie Saoudite, de la diplomatie. Alors cette mission a débuté mardi, mais elle se prépare depuis plusieurs mois déjà. Oui, ça fait même un an en fait qu'on prépare cette mission avec la Fondation Prince Albert II. Nous étions venus il y a un an sur le Grand Prix et nous revenons à exactement la même période parce que c'est une période très propice, à la fois parce que en termes de business, les hommes d'affaires sont là et puis en même temps, en termes de climat, disons que c'est beaucoup plus facile de venir en Arabie Saoudite en janvier qu'en juillet. Alors quel est le programme de cette mission? Alors au programme, ça a été déjà dès ce matin une explication générale de comment fonctionne l'Arabie Saoudite, comment fonctionnent les réseaux, les entreprises, les institutions. Et puis aujourd'hui, c'était l'organisme Invest Saoudi
qui met en place, met en scène les investissements en Arabie Saoudite. Et quand on dit investissement, ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est-à-dire comment une entreprise peut travailler avec une entreprise saoudienne, comment une entreprise étrangère peut ouvrir une filiale, comment une entreprise étrangère peut accueillir des Saoudiens. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons eu un premier exemple, avant celui de demain avec la Chambre de commerce, nous avons eu un premier exemple de comment faire fonctionner nos entreprises avec l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est un marché dynamique? Alors, c'est plus qu'un marché dynamique, c'est un marché en explosion. C'est un marché qui est complètement en diversification, qui est parti du pétrole, comme chacun sait, du pétrole et du gaz, et qui, à partir de là, se diversifie sur tous les plans, c'est-à-dire aussi bien environnemental, aussi bien avec, par exemple, recyclage de l'eau, aménagement des jardins. Nous avons des compagnies comme ça. Nous avons aussi de l'IT, ce qu'on appelle l'IT, c'est-à-dire tout ce qui est digital. Beaucoup de compagnies digitales, nous en avons quelques-unes avec nous. Nous sommes aussi dans une configuration événementielle, nous avons même des compagnies événementielles. Bref, il y a une explosion générale en Arabie Saoudite sur tous les secteurs et Monaco est au rendez-vous et cette fois à temps. Sa situation géographique aussi est un atout pour l'Arabie Saoudite, au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Alors, il faut savoir déjà que l'Arabie Saoudite, c'est l'un des plus grands pays du monde. C'est absolument immense, ça fait plus de 4 fois la France. Et c'est un endroit qui est extrêmement bien situé au carrefour, comme vous venez de le dire, au carrefour à la fois de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Comme tous les gens qui voyagent vers l'Asie, d'ailleurs, savent qu'ils font généralement escale à Dubaï. Enfin, c'est un bon endroit pour faire escale au milieu. Eh bien, ici, nous sommes vraiment au milieu du monde. Guillaume Rose, combien d'entreprises vous accompagnent dans cette mission? Alors, c'est un incroyable record. 47 entreprises, pas moins, sont avec nous aujourd'hui. 62 personnes. C'est la plus grosse délégation du MEB depuis des années. Et je crois savoir que cette mission se clôturera par le e-prix de Diriyah. Tout à fait. Ce sera la fin de la mission. 2 heures avant de reprendre l'avion, nous aurons le bonheur de voir le e-prix de Riyad. Et nous espérons que d'ici là, nous aurons conclu quelques belles affaires et surtout, nous aurons noué des liens qui se maintiendront puisque nous les entretiendrons, bien sûr, pour le plus grand bonheur de nos entreprises. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Rose, d'avoir été avec nous depuis Riyad pour évoquer cette mission du Monaco Economic Board en Arabie Saoudite. Merci à vous, Émilie. À bientôt. Retour à présent sur les vœux à la presse de la mairie de Monaco. C'est dans un contexte inédit cette année que Camille Zvara, suppléante de Georges Marsan pour une durée indéterminée, a évoqué les grands chantiers de l'année à venir pour la mairie. Réouverture du jardin exotique, rénovation complète de la crèche de Monte-Carlo, nouvelle salle du conseil. Les projets sont nombreux. On écoute Camille Zvara. Elle est au micro d'Anaïs Rihu. Nous avons à cœur de faire marcher au mieux la mairie, comme le fait M. Georges Marsan, qui est toujours le maire, je vous rappelle. Nous avons hâte que ces mesures de contrôle judiciaire soient levées pour le retrouver. Mais tout marche bien, le personnel est, vous savez, très très bon, le secrétariat général aussi. Donc il y a une grande solidarité entre les élus. Je pense que la mairie tourne très bien et il nous manque juste son maire officiel. Pour moi, les principaux projets, véritablement, ce sont la médiathèque, enfin son ouverture, et la nouvelle salle de spectacle qui sera juste à côté. Donc là, ce sont les énormes projets. Pour le reste, eh bien, nous continuons avec la jeunesse, avec tout, l'animation. Vous avez vu comme c'est quand même très très varié dans Monaco. Tous les élus essayent de fourmiller d'idées, même au-delà de notre programme. Donc je crois que nous allons avoir encore une riche année 2024. Oui. Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes présente son rapport d'activité annuel qui retrace l'ensemble des travaux effectués en 2023. L'opportunité de rappeler les avancées réalisées pour la cause des femmes. Le reportage de Sarah Monnier et Jean-Alexandre Dordet. En 2023, ce sont 266 personnes parmi les agents de l'État et les fonctionnaires qui ont été formés sur les violences intrafamiliales et sur le sexisme au travail. C'est l'une des nombreuses actions menées l'année dernière par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. 5 ans après sa création, le comité travaille continuellement pour faire changer et faire évoluer les mentalités.
Parmi les mesures prises en 2023, des campagnes de promotion auprès de la jeunesse. Et on va continuer surtout une mobilisation collective, toujours vis-à-vis de la jeunesse, bien évidemment toujours des actions de formation, mais vraiment un travail collectif commun avec toutes les entités monégasques, avec les associations, parce que véritablement, si on est tous ensemble, on est plus fort et on peut aller plus loin. Pourtant, selon la 5e étude sur les violences faites aux femmes de l'INSEE, ce sont 55 cas de violences rapportés pour 2023 contre 53 en 2022, une hausse qui peut s'expliquer par une meilleure prise en charge des victimes et par la libération de la parole. Et pour aller plus loin, une application nommée Appel est disponible depuis septembre à Monaco. Elle permet d'alerter et de fournir aux utilisateurs et utilisatrices un accès aux ressources d'aide, mais les actions du comité ne s'arrêtent pas qu'aux frontières de Monaco. Au niveau international, bien évidemment, la situation actuelle avec les crises multiples et variées qui touchent le monde font qu'il faut demeurer vigilant pour éviter que le droit des femmes ne régresse et toujours continuer au niveau diplomatique à soutenir donc ces droits, que ce soit dans les enceintes internationales où Monaco soutient les résolutions qui sont proposées en faveur du droit des femmes et aussi par les actions que nos ambassadeurs mènent dans leur pays d'accréditation. En attendant, les luttes menées en 2023 se poursuivront cette année. Plusieurs propositions de loi pourraient être mises sur la table, comme les congés maternité pour les travailleurs indépendants ou encore le statut de chef de foyer. Un travail colossal reste à venir. Selon l'ONU, il faudrait 286 ans pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. J-1 avant le début des célébrations de la Sainte Dévote, avant d'évoquer les temps forts et la signification de cette fête avec l'abbé Christian Venard, Justin Hadel est allé à votre rencontre. Pour savoir ce que représente la Sainte Dévote pour vous, il s'est rendu sur le parvis de l'église qui porte son nom et qui sera le témoin des festivités demain. C'est un peu notre protectrice. Sainte Dévote, c'est la source de grâce, c'est une source de grâce pour Monaco. Sainte Dévote, le cœur de Monaco. Et pour parler plus amplement de la Sainte Dévote, le délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco est avec nous. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir Émilie. C'est l'une des plus anciennes traditions de la principauté, mais tout d'abord, un rappel historique pour nos téléspectateurs, si vous le voulez bien, qui était Sainte Dévote. Sainte Dévote, c'est une jeune femme qui est martyrisée en Corse. C'est l'époque des persécutions. On est au tout début du IVe siècle, dans les années 300-304. Et puis à ce moment-là, les chrétiens de Corse, qui ont peur pour leur propre vie, mettent le corps de Sainte Dévote dans une barque, pensant que la barque va partir vers l'Afrique du Nord, où à l'époque la chrétienté est florissante et où les communautés chrétiennes vivent un peu plus librement. Et puis des vents contraires, mais tant mieux pour nous ici à Monaco, vont pousser la barque jusque vers ce vallon où je me trouve au moment où je vous parle. Et les chrétiens de Monaco à l'époque vont récupérer le corps de Sainte Dévote. Et puis il devait y avoir quelques explications. Et donc ils ont compris que c'était une jeune martyre. Et donc dès le début, il y a eu un culte pour cette jeune martyre qui aujourd'hui encore est la sainte patronne de la principauté, de la famille princière et de l'archidiocèse de Monaco. Et c'est une sainte patronne que l'on partage aussi avec la Corse. Bien entendu, et alors cette année ce sera très symbolique puisque l'évêque étranger, si j'ose dire, qui va venir présider ces cérémonies, ce sera le cardinal Bustillo, qui précisément est évêque de Corse. Alors pourquoi le programme des célébrations débute la veille de sa fête, le 26 janvier ? Alors il y a une origine, j'allais dire, liturgique dans l'église catholique. Souvent les très grandes fêtes débutent la veille par ce qu'on appelle une vigile. Alors là c'est pas au sens strict une vigile, mais dès demain matin, vendredi, dans cette église, il va y avoir la traditionnelle messe en monégasque. Et puis surtout le soir, la famille princière va venir ici dans cette église Sainte-Dévote pour accueillir les reliques de la Sainte qui symboliquement arrivent en barque sur le port. Donc on aura l'occasion de suivre tout ça sur Monaco Info. Et puis les reliques vont arriver ici pour un moment de prière, un salut au Saint-Sacrement et la vénération des reliques par la famille princière. Puis ensuite, quelque chose qui n'est pas strictement liturgique, mais qui fait vraiment partie des traditions monégasques, le fameux embrasement de la barque qui reprend l'histoire parce que beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, des brigands ont voulu voler les reliques de Sainte Dévote et vous connaissez l'histoire, au moment où ils se sont éloignés avec leur barque, le feu du ciel est tombé sur leur barque et
monégasques ont pu récupérer les reliques de leur sainte nationale. Et puis surtout, la vraie grande célébration liturgique, c'est samedi matin avec la messe pontificale qui donc va être présidée par le cardinal Bustillo, d'une part, et puis surtout la procession ensuite des reliques autour du rocher avec la bénédiction de la mer, la bénédiction du palais et la bénédiction de la ville. Ces reliques qui habituellement sont à l'année à la chapelle de la Miséricorde, c'est ça? Alors vous savez, oui, mais on en a un peu dans toutes les églises. Vous en avez aussi à la cathédrale en particulier. Et vous savez que ces reliques ont fait l'objet d'études parce qu'on a voulu quand même se dire, s'assurer quand même qu'on n'avait pas des petits morceaux d'ossements qui viendraient d'un animal, que sais-je. Et alors c'est extraordinaire parce qu'on a trouvé que dans tous ces reliquaires, il n'y en a pas moins de 8 en principauté, tous les ossements venaient d'une même jeune femme qui est morte martyrisée. Et donc ça, c'est quand même très beau de penser que vraiment, il y a quand même aussi un fondement historique et scientifique au culte que nous portons à ces reliques, qui évidemment n'est pas, comment dirais-je, c'est pas de la superstition. C'est à travers ces reliques, à travers ces ossements de saintes dévotes, nous invoquons celle dont nous savons qu'elle est auprès de Dieu et que nous pouvons avec son intercession lui demander que Dieu apporte sa bénédiction, sa protection à la principauté. Mon père, sainte dévote, les célébrations de sainte dévote sont une tradition très chère aux Monégasques. Il y a la fête nationale et puis il y a sainte dévote. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la Sainte Dévote était la fête nationale, et puis à la faveur des courants un peu plus nationalistes, dans un sens très neutre du terme, au XIXe siècle, c'est le prince Charles III qui a voulu créer une fête nationale comme on l'entendait un peu plus à l'époque, et qui est devenue la fête dite fête du prince, mais évidemment ça reste la deuxième grande fête, et c'est vraiment, on le ressent quand on le vit ici à Monaco, un moment de cohésion très familial, parce qu'en plus on est en dehors de la période touristique, donc c'est vrai qu'on ressent cette chaleur, et vraiment j'invite tous ceux qui nous écoutent. Alors évidemment le soir, le vendredi soir, demain soir, c'est un peu compliqué ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'église Sainte-Dévote qui est toute petite, mais sur le port pour l'embrasement de la barque, évidemment il y a plus de place, et puis à la cathédrale il y a beaucoup de place, on peut venir facilement samedi matin à la messe, et plus encore à la procession qui suit. Ce sont des belles traditions qui marquent, et on en a vraiment besoin en tout temps, et peut-être plus à notre époque, cette cohésion, cette volonté de vivre ensemble, comme on dit ici à Monaco, avec ce creuset de nos traditions qui nous permettent d'envisager aussi de continuer à avancer dans une époque incertaine. Et ces deux moments seront à suivre en direct sur Monaco Info. Ça débute donc vendredi à partir de 18h30 avec vous, Christian Venard et Geneviève Berthy, pour suivre donc les célébrations de la Sainte Dévote sur Monaco Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et en amont de ces festivités, la mairie de Monaco a organisé mercredi un atelier écoludique autour de la sainte patronne de Monaco. Durant cette activité animée par l'association Les Petits Écoliers de Monaco, les enfants ont créé leur propre lanterne en mosaïque. Plus de détails dans ce reportage d'Émilie Terrasson et Marie-Ève Béé. Sainte Dévote, elle avait pris il y a très longtemps. Elle est morte depuis très longtemps. Et pour se souvenir d'elle, et parce que on croit qu'elle protège Monaco, on a bâti une église qui s'appelle l'église Sainte Dévote. Les manches bien retroussées, les enfants s'appliquent à la confection de lanternes. Mercredi, les apprentis artistes ont pu apprendre à utiliser de la mosaïque. Une première pour ces enfants de 6 à 12 ans qui ont eu à cœur de s'appliquer. On décolle des gommettes transparentes, on les plie et on les colle sur un pot. Et ensuite, on colle des petits carreaux en mosaïque. J'aime mettre des petits carreaux. Et aussi, ça fait joli. Je suis contente de pouvoir participer parce que c'est vraiment impressionnant, c'est beau. Pendant que les petites mains bricolent, la directrice de l'association les encadre et les guide dans leur création. L'objectif est évidemment déjà que les enfants prennent plaisir à venir et s'amusent, mais également découvrent cette grande fête qui est très chère au cœur des Monégasques et de tous les résidents. Et c'était vraiment important qu'ils puissent avoir un peu une implication, qu'elle soit de près ou de loin, mais par cet atelier,
Voilà, ça leur permet de découvrir cette histoire et ça leur permet malgré tout de participer, qu'ils soient ou non présents vendredi et samedi, ça leur permet de participer. Vendredi, pour la soirée de festivités de la Sainte Dévote, les enfants qui ont participé à l'activité pourront se joindre à l'association avec leurs jolies lanternes décorées pour faire partie de la procession. Un mot de sport à présent avec tout d'abord la très belle 28e place d'Hugo Leonelli en slalom aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Gangwon en Corée. Après une première manche très mitigée, le Monégasque a su se remobiliser pour terminer dans le top 30 de cette course au tracé très compliqué. À 16 ans, Hugo Leonelli signe une convaincante première participation à des JOJ. En basket, après sa victoire éclatante face au Real Madrid, la Roca Team se déplace en Turquie pour affronter demain l'Anadolu Efes. C'est encore là un très sérieux concurrent pour les Monégasques qui vont jouer leur chance à fond dans une salle où, on le sait, il est difficile de gagner. Christine Datomel a rencontré Eli Okobo et Donatas Moteyounes juste avant leur départ pour la Turquie. On a gagné à domicile contre une grosse équipe l'autre jour et on veut continuer sur cette lancée-là. On sait que jouer à Efes, c'est pas facile. L'année dernière, on avait perdu aussi. C'était un match un peu différent, mais voilà, l'intensité, les fans, les joueurs qu'ils ont, et la manière dont ils jouent en ce moment, ça va être compliqué. Et on a eu une semaine pour se préparer, s'entraîner sur le game plan et voilà, arriver avec beaucoup d'intensité. Il va falloir être hyper concentré, pas leur laisser le temps de s'installer offensivement, défensivement et d'avoir la confiance sur tous les joueurs parce qu'ils apportent tous quelque chose à l'équipe. It's a difficult game. They're really, really good team and they're playing really difficult basketball. I mean, really good basketball. I mean, difficult to guard. So stay on mind. We're going for a war. You know, same like we were playing against Olympiacos for my first year in the playoffs. You know, every game is a war. Intéressons-nous maintenant à ce traditionnel concours culinaire. Le 41e concours du Grand Cordon d'Or a eu lieu ce mercredi au lycée Régnier 3. Il réunissait des élèves de différents établissements hôteliers de la région, mais pas seulement. Fabien Bonilla et Thomas Deus ont suivi cet événement pour vous et vous allez le voir, ils n'en ont pas manqué une miette. 11h15, le coup d'envoi des épreuves. Un jeune cuisinier commence, suivi un quart d'heure plus tard du deuxième, et ainsi de suite. Ils sont en tout 5 à avoir pris possession des cuisines du lycée Régnier 3. Ils représentent leurs établissements et viennent parfois de loin, du Mexique, de l'île Maurice, de Marseille, de Grasse et enfin de Monaco. En 41 éditions, ce concours est devenu international. Les organisateurs leur ont imposé 2 plats. Le règlement, il est très simple. Chaque année, un thème différent, avec un plat salé et un plat de dessert, un sucré, pour 4 personnes. Cette année, donc, le thème du concours, c'est un loup entier farci en croûte. Donc déjà, techniquement, c'est très difficile. Ils ont 3 garnitures, 2 imposées, une à base de butternut, une à base de choux de Bruxelles et une 3e libre. Et le tout, bien évidemment, agrémenté d'une sauce choron. Pour le dessert, encore une grosse difficulté, parce que ça paraît très simple, mais vous allez voir, c'est compliqué, une crêpe soufflée aux agrumes. Le but de ce concours, c'est de mettre en valeur le travail remarquable qui est fait dans les écoles hôtelières, pour valoriser le travail des jeunes et de leurs professeurs. Un même thème avec une multitude de variantes, chacun sa technique ou ses secrets, chaque candidat aura 4 heures pour convaincre, à mi-parcours, tout le monde s'active devant un premier jury venu noter la partie technique. J'ai déjà préparé mon loup, il me reste à rouler dans le pâte feuilleté et enfourner. J'ai choisi de faire l'oursin, de travailler sur l'oursin. Donc là, je réalise un escuma avec du jus d'oursin, de la pomme de terre et de la crème fraîche infusée au citron. T'es bien là? Très bien, je suis dans les temps, ça va. On est à mi-parcours là à peu près, comment ça se passe? Écoutez, les candidats, ils ont l'air à l'aise, il n'y a personne qui panique, tout est fait, je pense, comme ils ont l'habitude, comme ils se sont entraînés, on va dire. Tout se passe pour le mieux, je pense. On va voir le résultat maintenant. Fin de l'épreuve, les plats salés puis sucrés sont apportés à un deuxième jury qui a eu pour interdiction de rentrer dans les cuisines et être en contact avec les 5 participants. C'est donc une dégustation à l'aveugle, personne ne sait à qui appartiennent ces plats. Après une journée éprouvante pour ces jeunes, sur le podium, à la 3e place, 3 concurrents ex aequo, les lycéens venus du Mexique, de l'île Maurice et de Grasse. En 2e position, l'élève venu de Marseille. Et enfin, le vainqueur de cette 41e édition, la benjamine de l'épreuve, Wendy Brunengo, du lycée Régnier 3. Je ne m'y attendais pas parce que j'étais la plus petite, j'étais pas... Et non, ça fait vraiment plaisir. C'est un aboutissement parce que j'ai beaucoup travaillé. Donc, Ce n'est pas l'école des fans. Il y a eu un véritable classement. En revanche, les 5 candidats sont repartis tous
les bras chargés de cadeaux. Place à vos prévisions météo, regardons ce qui nous attend pour le début du week-end et notamment les célébrations de la Sainte Dévote. Bonsoir Christine Datomel, quel temps est-il prévu pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien, demain, préparez-vous à vous réveiller dans le brouillard. Une journée qui se déroulera la tête dans les nuages, le brouillard se dissipant partiellement en fin de matinée, laissant place à de belles éclaircies en cours d'après-midi. Le climat sera doux avec 15 degrés pour les maximales et 9 degrés pour les minimales. Demain, vendredi 26 janvier, nous fêterons les Pauls et aujourd'hui, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à la princesse Charlène. Merci Christinda, ce journal est à présent terminé. Je vous laisse découvrir les photos de Stéphane Nana qui vous emmène ce soir dans les cuisines du lycée Régnier 3 où a eu lieu le 41e concours du Grand Cordon d'Or. Demain, retrouvez Patricia Navarro pour votre JT. Passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info.